Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 12! Hola, ¿cómo estás, amigos? J'espère que les gens ont aimé mon petit début. Ben, je pense que oui, c'est le nouveau CED fraîchement de retour d'Italie. Voilà, épisode 12. Hey, on revient de vacances. Ce fut bizarroïde comme introduction. Comment ça? Ben, je sais pas, c'était un peu décousu, mais... Ben non, le monde a capoté. On l'est toujours un peu quand même. D'après moi, ça fait notre charme. Ils l'ont pas encore écrit, là, mais le monde a écrit des commentaires. J'ai capoté sur l'intro. Meilleure intro ever. Ça bat Mike Ward sous écoute. Tout. Ça, c'est des commentaires masqués, d'après moi. Ouais. Fait que, revenu d'Italie, il y a pas longtemps, moi de Gaspésie, on a fait que voyager, mon ami. On a voyagé partout. On a fait le tour du globe. C'était le Petit Roi World Tour 2025, c'est juste qu'on l'a pas fait ensemble. C'est ça. Prochaine date, le Japon. Hey, sinon, comment ça va? T'as-tu trippé ces derniers temps? Ah ouais, vraiment, vraiment. Ben, la musique m'a accompagné beaucoup, oui. Les podcasts aussi. C'est sûr que c'est voyage égale liste de lecture de road trip. Puis ça dépend qui conduit, parce que moi, je mettais mes listes de lecture quand je conduisais. Des fois, ma blonde me faisait me somnoler. Ouais. Des fois, c'était elle qui conduisait, sa liste de lecture. Des fois, Pénélope conduisait. Non, c'est sa liste de lecture. Mais non, puis je pense que... Tu sais, la musique, surtout l'été, c'est... la Gaspésie, c'est un de mes coins préférés au Québec. Puis je pense que ça prend du joyeux. Tout de suite après Laval, hein? C'est dans le coin de Repentigny. Ouais. Non, mais je veux dire, dans ton top 3 au Québec, t'as comme la Gaspésie numéro 1, Laval numéro 2. Ben, Laval numéro 2 quand tu pars du bas, là. Ouais, genre solide. Puis toi, en Italie, ça avait l'air fantastique. C'était merveilleux, beau temps, c'était un beau voyage. On a passé 2 semaines en Italie, pas 2 semaines, à peu près, là, 10 jours Italie, 10 jours Espagne, au chaud, à manger bien. Profiter du soleil. T'as-tu fait une selfie sur une statue vieille de 2000 ans? Non, oui, ça, c'est quand même drôle. Juste pour anecdote, je m'en vais au musée. C'est au musée du Vatican. OK. Fait que c'est tout des trucs, des vieilles statues grecques, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, je vois juste une madame qui dépose son téléphone sur une statue. Tu sais, une vieille statue quand même, qui dépose son téléphone pour se faire des selfies. Mais tu sais, tu fais ça, c'est l'humain comme aujourd'hui, là. Ah ouais. De faire comme... J'ai utilisé, genre, une statue qui doit valoir comme des centaines et des centaines de mille pour prendre des selfies avec son iPhone, là. Bref. L'être humain est remarquable, puis honnêtement... T'écoutes Black Mirror, ça me fait penser à ça actuellement. Puis les limites de l'humain, man, sont incroyables, puis j'adore toujours la ligne, hein, la limite du possible. Puis ça fait peur, parfois, mais... Il y a beaucoup de vrai. Fait qu'on est plus... L'humain fait des affaires drôles, mais aujourd'hui, on parlera pas de l'humain. C'est pas un podcast sociologique, OK? Ah non? Eh non. OK. Fait que vous n'êtes pas à Canal D, vous êtes dans le podcast de Petit Roi, Spin-moi ça, épisode 12. On a des bonnes sélections aujourd'hui, en plus. C'est très hétéroclite. Puis j'ai pris plein de notes aujourd'hui, puis à la blague, je me disais, est-ce que ça va me nuire d'avoir pris des notes parce que... Pas mal, 100% de nos podcasts sont improvisés, honnêtement, avec des grandes lignes. Puis on est en une chimie impeccable, moi, puis c'est vrai que ça coule. On est comme deux buddies, deux frères. Ouais. Alors, Cédric, oui, tu voulais commencer avec une découverte récente. Oui, on peut faire le segment découverte. En fait, c'est important d'encourager le local, puis c'est important de souligner quand il y a des groupes ou des artistes locaux qui sortent quelque chose. On est quand même les rappeurs de Saint-Sauveur. Faut encourager le local. On avait passé dans un article de journal il y a 2 ans qui nous avait surnommé les rappeurs de Saint-Sauveur. Puis ça nous a fait rire. C'est comme resté depuis ce temps-là. Ben, c'est tellement glorieux. Ben là. Entre ça et un 10 platine. Je te parle d'un nouveau band qui sort de la ville de Québec. Si je me trompe, j'ose dire de la ville de Québec parce que je pense qu'ils sont de la ville de Québec. Mais j'espère que je me trompe pas. Bref, c'est un groupe. Puis là, encore là, je sais pas comment on dit leur nom. Fait que c'est KNX. Mais je pense que c'est KNX. D'après oui. Dans le fond, c'est écrit CHYN. Attends un peu, là. Excuse-moi. CHYENEX. C'est peut-être ma chaîne d'ex.
Peut-être. Bref, ils viennent de sortir un premier album. C'est un groupe de skate punk qui ont sorti un album qui s'appelle Don't Kill My Vibe, qui est sorti le mois passé là, à peine. Tu sais, l'idée de faire un podcast, des fois, c'est aussi de faire des reviews qui sont assez honnêtes, etc. Ah oui. Je dis découverte, c'est un album qui est intéressant. D'une part, moi, j'ai grandi avec le punk, j'ai grandi avec le skate punk. Donc, tu sais, il y a beaucoup, en fait, dans cet album-là, des choses qui font écho à plein d'affaires que j'ai écoutées. Puis c'est drôle, il y a ta fille qui chante en arrière, mais je pense pas qu'on va l'entendre. Non. Ça m'a juste déconcentré. Mais bref, j'ai grandi avec le skate punk. On a tous grandi avec Tony Hawk Pro Skater. On a tous découvert. C'est exactement ce que je me disais. C'est le genre de tune qui pourrait jouer dans Tony Hawk's Pro Skater. Là. Solide. C'est un groupe qui se colle à ce que le skate punk faisait dans les années 90. Ça me rappelle du Millencolin. Ça me rappelle. Oui, il y a des petits moments de Sum 41, etc. Mais on est plus dans le punk style. Millencolin, MXPX, mais pas dans les années un petit peu plus late de MXPX, dans toutes ces eaux-là en tant que tel, Lagwagon, etc. Donc, l'album est vraiment intéressant. Je veux dire, c'est pas un album qui est parfait. Je pense que c'est un excellent premier album. Où en fait, je trouve qu'il y a des forces, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans des vieilles bottines. Où est-ce que c'est confortable? J'ai tous les codes pour comprendre ce qu'ils font. Il n'y a rien qui vient me déranger ou quoi que ce soit. Point intéressant, ils ont quand même fait un album, entre parenthèses, bilingue. Il y a une chanson, en tout cas du moins que je me souviens, qui est en français. Ouais, je pense qu'il y en a une ou deux. Là. Exact. Donc, ce qui est bien, ce qui est intéressant, je vais y revenir aussi. Mais voilà, c'est un album qui embrasse tous les codes qu'on connaît du skatepunk. Puis comme tu dis, quelqu'un qui a joué à Tony Hawk ou quelqu'un qui a grandi à l'époque de toute cette mouvance-là va reconnaître complètement en fait les influences au travers de l'album. C'est un album qui feel un peu do it yourself. Donc dans le sens que c'est indépendant, je pense. C'est un groupe indépendant. Ouais. Je sais pas si ça a été enregistré dans un studio ou un home studio. C'est peut-être ce qui fait un petit peu ma critique première de l'album, mais en même temps, c'est du punk. Fait que ça vaut ce que ça vaut du punk. Mais la qualité punk versus la qualité de jazz, mettons, c'est pas le même souci. Tu sais, je pense que le son qu'ils ont fit dans l'univers qu'ils veulent nous transmettre. Là. Exactement. Ouais. Mais il y a un côté très pop dans ce qu'ils font. Ouais. En moins, c'est pas du punk à la... je sais pas, non, c'est pas du Exploited, là, mettons. Oui, c'est ça. C'est pas crasse. C'est du pop punk, skate punk. Fait que tu sais, on est habitué quand même d'entendre les bands avec une qualité sonore qui est assez forte. Tu vas écouter encore là, du Lagwagon ou peu importe, qui sort Chaser ces derniers temps, qui est un groupe vraiment, vraiment intéressant. Il y a une qualité de son là, on sent que c'est un enregistrement qui est peut-être plus fait soi-même, je veux dire, mais de bonne facture. Ouais, puis ils ont vraiment l'air à triper et d'avoir une belle chimie, les gars ensemble. Vraiment solide. Genre de truc que je serais arrivé avec un boombox dans nos skateparks, genre c'est le parc Victoria, là. Oui. Puis après ça, j'aurais droppé dans la pool avec mon skate, puis j'aurais fait... Ouais, solide. Mais sauf que où je m'en allais avec ça, c'est que ça me rappelait... C'est pas une critique négative, en fait, c'est que ça me rappelait vraiment mon adolescence, où est-ce que j'ai grandi, moi, en Napierville, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est là où on avait des groupes comme Sub, qui avait eu Captain Revolt, qui avait Bad Vulture, etc. On était vraiment dans une scène de punk rock dans mon coin. Fait que des petits bands qui sont arrivés, qui ont fait des enregistrements, etc. Je retrouve le son un peu do it yourself, un son de on n'a pas un gros budget, mais on fait de quoi, puis ça sonne bien, mais je sais pas comment dire, il y a de quoi dans le son qui me moi, rappelait. c'est le genre des groupes que j'aurais entendu au trash bar, là, c'est quand il y a la pôle intérieure, ça, dans les bars à Montréal. Là, oui. Ça, puis à l'anti aussi, le vieil anti, il y avait une section aussi avec une poule, même c'était le genre de musique qui jouait. Mais c'est comme vraiment un retour aux sources, fait que c'est le fun parce que ça nous berce un peu dans notre adolescence. Hein. Fait que non, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui, moi, mettons, j'écoute au quotidien? Peut-être pas. C'est moi, je faisais pas de skate de base. Juste tenir dessus, c'est déjà un défi en soi. Mais par contre, je suis un fan de punk rock, mais des trucs plus populaires. Je pense en général, c'est plus mainstream, c'est du Blink, Sum 41, Green Day, Good Charlotte, puis tout. Fait que c'est tout ce qui est Millencolin, Lagwagon, je connais,
j'ai moins été porté, mais j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, tu mets ça dans une playlist. Moi, Gueule de loup, ça a été mon coup de cœur. Ouais. Elle est dans la playlist, puis quand elle passe, je suis content de l'entendre. Puis ça met le sourire aux lèvres. Oh oui. Puis tu sais, en fait, pour faire vraiment un petit écho de critique en tant que tel, je pense que c'est un album qui vaut la peine d'être écouté. C'est important d'encourager ce genre de band-là qui aujourd'hui font perdurer les traditions du punk rock classique comme on le connaît. C'est pas un album qui est parfait, selon moi. En fait, ça reste quand même un premier album. Ça se sent par moment où est-ce que je pense que j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont évoluer, où est-ce qu'ils vont grandir en tant que tel. Les compositions sont solides. Les textes, ça va, etc. Je pense qu'il y a vraiment plus un côté de juste peaufiner un peu plus la réalisation. Peaufiner, j'ai l'impression qu'à certains moments, j'aurais juste retravaillé un peu la réalisation de comment c'est produit. Le drum, juste le moins compressé, puis mettre vraiment... Il y a des moments où je sens que le drum est pas assez in front, il est pas assez dans ta face. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de band, souvent, que dans 1 ou 2 albums, ils vont présenter celui-là comme étant leur album démo. C'est de faire comment ça, c'est notre démo. Un peu comme nous autres, on pensait que c'est des prix. Je fais comment ça, c'est notre démo. Mais au début, on l'a sorti comme un album, nous autres, dans notre tête un peu. Mais tu fais comme ça a tellement évolué que ça se feel démo. C'est dans notre cœur à nous. Mais j'ai l'impression que eux, ça peut être un peu la même chose. De genre de band qui peut nous surprendre nos prochains albums déjà. En termes de qualité, j'ai un petit entour de matériel encore. C'est plus high-tech, une meilleure production. Puis je pense que ça peut sonner encore plus la bombe. Oui. Puis j'aime. Ce qui m'embêtait en fait tout le long, c'est je me pose la question s'il devrait être principalement en français, parce que je trouve qu'il en manque. Ou en fait je suis pas assez dans la scène aujourd'hui, mais moi j'ai trippé à l'époque là, justement des vulgaires machins. T'avais Map, t'en avais beaucoup, Grimmskunk, etc. T'avais quand même beaucoup de bands dans l'univers punk francophone. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y en a plus autant, ou en fait comme je dis, je suis peut-être plus dans la scène, fait que je les connais peut-être pas, mais j'ai trouvé ça agréable d'entendre des chansons en français au travers de l'album, puis je suis comme, ça, tu vois, c'est de quoi que j'aurais peut-être moi, c'est aimé. ce que j'ai le plus aimé, ça me rappelait un peu Phil vulgaire machin, puis je me dis, il me semble que c'est là que j'irais. Ah oui, moi j'irais taper j'irais taper à 100% français, peut-être que c'est pas ce qu'ils veulent, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai. J'inverserais juste un peu, je pense. Tu sais, plus, mettons, là, mais c'est comme 80-20, c'est ça. Là, je verrais 80 français, puis une couple de tonnes en anglais, ou un peu à la Grimmskunk, parce que, tu sais, il y a comme une... Ben, moi, j'ai vraiment senti que les tunes les mieux maîtrisées de l'album, c'était les deux en français. Gueule de loup, pour moi, c'est la meilleure de l'album, puis c'est une chanson en français. Fait que, ça serait ma suggestion, moi aussi, ça serait, les gars, lâchez-vous dans le français. Je pense que la force est là. Excuse-moi, en plus je l'ai dans ma liste d'amis, puis c'est elle, je l'ai vu quand elle a partagé, mais j'ai oublié son nom, mais bref, il y a la fille du Ben. je guesse que c'est elle qui chante dans les chœurs dans Cœur de loup, pas Cœur de loup, mais Gueule de loup. Cœur de loup. Ça fait Eric Lapointe un peu, hein? C'est quand qui fait Cœur de loup, m'as-tu vu? Bref, non mais bon. Qui fait les chœurs, puis etc. Puis ça aussi, j'ai aimé ça, puis peut-être que je l'entendais plus que dans d'autres tunes. Mais je t'encourage, si c'est toi qui les as faites, pour vrai, mets-toi encore plus avec le chanteur pour mettre de la voix, parce que c'est le fun, le duo que ça donne en fait, puis l'effet que ça donne d'avoir un chanteur masculin et une chanteur féminine qui chantent ensemble. Fait que non, vraiment, c'est intéressant. C'est un album qui s'écoute comme j'espère bien. Si j'aurais à le mettre sur 10, je donnerais un 7.5-8 sur 10. Comme je dis, il y a place à juste améliorer un peu la formule, trouver l'identité davantage, de juste tweaker, puis ça peut vraiment être un band qui va nous surprendre dans l'avenir, puis c'est clairement un band, je pense qu'il faut aller voir, que je veux aller voir en show pour voir un peu c'est quoi l'énergie qu'ils ont live. Absolument. Voilà. Fait que bien heureux que tu nous aies partagé cette découverte, Cédric. Moi, maintenant, l'album s'appelle Don't Kill My Vibe, si j'ai pas dit. Mais j'étais plus sûr. Un peu comme Kendrick Lamar. PNX, Don't Kill My Vibe, oui, comme Kendrick. Voilà. Yes, sir. Moi, c'est comme une découverte, pas découverte. C'est ça qui est drôle parce que c'est pas une découverte récente. Des fois, souvent, quand je vois dans des découvertes comme live ou dans les derniers temps. Mais c'est une découverte parce que moi, ce que j'aime, c'est que on a les deux un grand univers musical. Toi, encore plus
que moi, je pense. Puis souvent que je t'apporte, tu fais comme ah ouais, je connais ça. Un peu comme Pas comme fou. Ouais. Des fois, je suis comme est-ce que je suis content de m'apporter quelque chose, puis tu le connais déjà. Mais ça, c'est moi qui te l'ai fait découvrir. Ouais. C'est Black Country New Road, qui est un band vraiment incroyable. Honnêtement, moi, c'est le knockout. Puis c'est drôle parce que c'est le genre de soirée que je suis assis, puis j'ai le goût de dépenser pour un vinyle, j'ai le goût de faire une découverte, puis là, je regarde les nouvelles sorties du Knockout neuves, puis je vois cet album-là, puis je trouve la pochette intéressante, je vais écouter, je tombe en amour, je fais comme... Avec la pochette? Ouais, mais non, pas que la pochette, mais avec la musique. La pochette est belle, tout, oui. c'est très simple, mais reste que je tombe en amour avec la musique. J'appelle au Knockout, je le réserve, je vais le chercher. Je veux juste être sûr qu'il soit à moi. Ouais. Puis par après, tu te l'as commandé, toi aussi. Mais c'est un band qui... Attends, mais commence par deux, c'est quoi le titre de l'album? Ah, j'ai juste parlé Ouais, du band, parce qu'ils ont quand même une histoire qu'il Oui. va falloir mettre en contexte. C'est For the First Time, album sorti en 2021. Puis, fun fact à ce moment-là, pour parler d'histoire, le band à la base s'appelait Nervous Conditions. Ah, je savais pas. Puis, il y avait un autre membre qui a été accusé d'agression sexuelle. Oups, là. Comme à répétition. Fait que il a dû se faire des excuses publiques. Il a quitté le band. Puis le band, pour comme l'avait un peu la réputation et repartir à neuf, on changeait de nom. OK. Puis c'était vraiment Black Country New Road, qui est une route éponyme vraiment de leur côté. Ça vient de là, une route vraiment comme en Angleterre. Fait que c'est bien intéressant, sauf qu'ils ont changé de nom. Puis au début, c'était Isaac, le chanteur, sur le premier album. Puis Isaac a vraiment beaucoup d'émotivité, beaucoup d'énergie, puis de présence vocale, mais scénique aussi. C'est un band qui est vraiment reconnu pour son dynamisme, pour des prestations vocales vraiment déjantées. Puis il me fait penser un peu à... Il y a vraiment une voix... Il y a une voix grave, mais il y a un feel un peu... C'est peut-être boboche comme parallèle, mais à la Jim Morrison de The Doors, où je trouvais que c'était un élément très central de cet album-là, cette voix-là quand elle embarque, parce que, puis là, les musiciens, c'est expérimental, c'est très fusion quand même, le son éclectique qu'ils ont, mais quand Isaac embarque, t'es vraiment transporté par sa voix, tu le sens qu'il y a... côté, tu disais, Morrison, il y a un petit côté Eddie Vedder, tu sais, dans ces genres de voix-là un peu grave, de rock, tu sais, une voix un peu qui grince un petit peu. Oui. Non, il y a ce côté-là de voix vraiment particulière. C'est un thème de voix qu'on n'entend pas souvent. Tu sais, je pense que c'est un gros highlight, moi, cette voix-là, dans l'album 1. Puis c'est drôle parce que ce gars-là, après ça, ils ont sorti un deuxième album un an plus tard, en 2022. Il a quitté littéralement 4 jours suivant la sortie pour des problèmes d'ordre mental, après pour sa santé mentale. Après cet album-là. Ouais. Après cet album-là, ils ont décidé, eux, de rester quand même unis, tout le reste de la formation, de ne pas recruter de nouveaux chanteurs, puis de se partager les vocales dans le nouvel album de 2025. Déjà là? Ouais. Ah, ok, je savais pas. Fait que, oui, ils étaient déjà là. Fait que, ils ont juste gardé la formation, puis ils ont décidé de séparer le vocal entre eux autres. OK. Fait que ça c'est super intéressant, mais... Ils ont vraiment changé de son. J'ai écouté le dernier album qu'ils ont sorti, puis c'est vraiment, vraiment différent. Ben, c'est vraiment différent, puis ça reste bon. Oui, ça reste bon, mais ce que j'aimais, c'est dans le premier, ça parle beaucoup tout ce qui est anxiété, identité, de désillusion. Puis, tu sais, je pense qu'il est parti pour troubles de santé mentale, justement, Isaac, mais ça faisait partie prenante de leur musique, parce que tu le sentais. C'est dans sa voix, l'émotion, l'étranglement, c'est que c'était viscéral. Genre de chanteur, c'est un mec qui se livre, c'est à cœur ouvert, c'est qui met ses tripes au devant, puis qui se laissait. Fait que c'est mon feel, Jim Morrison n'est pas nécessairement dans la voix et tout, mais dans le comment que lui-même se livrait en prestation. On va y revenir parce que ça va faire partie des choix que j'ai pris éventuellement, mais avec Linkin Park, où est-ce que quand tu as un chanteur qui s'en va, tu sais, la question de est-ce qu'un band devrait rester un band, etc. Puis comme dans leur cas, le son a changé beaucoup. Mettons, j'écoute le dernier album, j'ai pas la voix a changé, mais le style a changé. Entre parenthèses, il y avait quoi en fait dans cet album-là qui est vraiment plus de un prog. C'est très expérimental. Il y a un côté expérimental, progressif, avec des bases. Tu sais, t'as des moments où ça frôle un peu du genre de metal, sludge metal-ish, mais avec une voix qui est vraiment pas dans ce style-là. Mais tu t'attends pas à ça, puis c'est pas une voix que j'avais entendue ailleurs. Mais il y a des moments vraiment pesants. Ah oui. Mais pas du pesant. Genre, tu sais, quelqu'un qui aime pas le métal peut clairement aimer ça. Ah ouais. C'est juste, c'est pesant un peu.
comme Sleep Token peut être pesant par certains moments ou ce genre de groupe-là. C'est un peu ça, c'est un peu un mix du vocal un peu à la Joy Division, Sleep Token, The Doors, ou des vocals plus pesants, chargés en émotions, mais qui sont empreints, de beaucoup d'énergie. Puis justement, ma tune préférée, moi, c'est Sunglasses. Ça dure comme 9 minutes. Qui est débile. C'est incroyable. Puis ce côté-là est très prog, très expérimental. Mais pour vrai, là, c'est vraiment, encore une fois, un album qui me fait voyager. Puis que vous devez vous procurer en vinyle ou dans un... Ça, encore une fois, allez écouter ça parce que c'est coloré, diversifié. Puis un expérimental particulier au premier album, je t'avouerais. Le deuxième est pas mauvais. Le troisième, on est complètement ailleurs parce que Isaac n'est plus là. Ça change vraiment changé beaucoup. Ouais. Mais ça change l'identité. Ça a changé l'identité du groupe. C'est pas mauvais. Par contre, moi, cet album-là, c'est clairement mon coup de cœur de leur discographie. Oui, allez, je vous invite aussi. Moi, ça a été une super belle découverte. Je me l'ai pris en vinyle également. C'est vraiment excellent. J'ai quand même continué à suivre ce qu'ils ont fait par la suite. J'ai écouté le dernier album. Comme je dis, c'est vraiment... C'est de la bonne musique, c'est des bons musiciens. Ah, ça oui. Hein. C'est juste que c'est le fait que, probablement, Isaac est parti, ça l'a mis beaucoup de... Le noir a disparu un peu, peut-être, je sais pas comment dire, dans les thèmes, dans la musique. Donc, c'est devenu un petit peu plus lumineux, etc. Un petit peu, ils sont allés explorer ailleurs, dans d'autres thématiques. Fait que c'est le fun de voir le band évoluer, mais ça reste qu'effectivement, cet album-là, particulièrement, a de quoi d'unique. Qui reviendra pas. Non, c'est vraiment unique. Puis je pense que le feeling, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que j'ai eu le même genre de feeling en écoutant The Doors puis Joy Division. Division, c'est ça. Ouais. J'avais Illusion dans ma tête. Parce que je parlais des illusions tantôt. Mais genre de musique, c'est ça qui est... C'est des musiciens talentueux. Ouais. Le vocal est intéressant. Fait que non, allez écouter ça, honnêtement. Je vous le conseille fortement. Absolument. Coup de cœur. Coup de cœur, c'est quoi mon coup de cœur? Ben, à part moi, mettons, tu dois en avoir un musical. Ben, mon coup de cœur, c'est Rome. Non, mais je me souviens pas. T'as-tu rencontré le pape? Non, il était pas là. Il était occupé. J'avais demandé, mais il était... Ah oui, je sais c'est quoi mon coup de cœur. Ben oui, c'est Darren. Ben oui. Hey, écoute, ça, c'est un album qui m'a fait plaisir. C'est honnêtement, vraiment, vraiment plaisir. De un... Ben, je vais tout de suite le dire, c'est Darren Malakian avec son band Scars on Broadway qui ont sorti leur album qui s'appelle Addicted to the Violence. Donc, pour remettre en contexte, au cas où que tu ne le saches pas, Darren Malakian, c'est le compositeur principal, le guitariste et la petite voix claire de System of a Down. Donc, un groupe qui nous a tous marqués. Et en fait, un groupe qui, je trouve ça quand même drôle de voir à quel point ils ont ratissé large pour quelque chose qui aurait pu être super niche. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde de tout type. Tu avais des gens qui écoutaient du rap, qui écoutaient du System of a Down, tu avais les métalleux qui écoutaient du System of a Down. Il y a rarement des bands qui ont de ce type-là qui ont uni aussi large. Bref, j'étais un gros fan de System of a Down, veux pas. Et Scars on Broadway, j'avais j'ai jamais été un gros tripeux de Scars on Broadway, on dirait. J'aimais ça, mais pas longtemps. Le premier album, j'ai aimé les singles qui sont sortis. J'ai quand même écouté l'album. Le deuxième qui est sorti, qui était Dictator, encore une fois, j'ai apprécié mon écoute, mais je suis pas revenu tant que ça en soi. Cet album-là a quelque chose de différent qui m'interpelle beaucoup. En fait, qui vient... Je réentends vraiment beaucoup System of a Down dedans. Même si je l'entendais dans les autres, on dirait que de quoi qui me rappelle vraiment l'époque Mesmerize. Honnêtement, c'est ce que je m'étais noté. Moi, il y a une tune qui s'appelle Done Me Wrong. Puis j'avais un feel B.I.O.B. un peu dedans. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant. Ouais. Puis ça voudrait que ça fait revivre l'époque System of a Down, cet album-là. Exact. Tu sais, il y a quelque chose, en fait, qui... je pense que de quoi, c'est que l'album est vraiment plus cru que les deux autres d'avant. Tu sens que il y a quelque chose. D'un, il te rentre dans... Il frappe. Genre, tu le mets, puis c'est comme... Ça part. Mais tu sens qu'il y avait de quoi dire. Là. Oui. Les thèmes sont politiques, les thèmes sont super clairs. La musique est
vraiment, vraiment incroyable, là, honnêtement. Darren, on dirait qu'il est au top de sa voix. Je trouve qu'encore une fois, des fois, il me gossait un peu tout seul. Puis c'est pour ça, quand j'écoutais les premiers albums, là, pour une raison X, je sais pas si c'est parce qu'il a vieilli, fait que sa voix a peut-être changé un peu, mais je la trouve super à propos dans cet album-là. Je sais pas comment mieux l'exprimer, mais pour une fois, j'écoute un album de Scars on Broadway de A à Z, puis j'ai du fun, puis y a rien qui vient comme... Non, mais puis c'est un peu ce que... Ça a été vraiment une découverte pour moi, parce que je l'avais pas vu passer pantoute. Il n'y a aucun moyen que j'aurais creusé si je ne suivais pas Darren mais Scars on Broadway tant que ça. Ouais. Mais j'adorais ce gars-là dans System of a Down. J'avais l'impression à ce moment-là que Serge était très dominant, un peu comme j'avais l'impression que Chester était dominant dans Linkin Park. Je m'en vais dans ce parallèle-là parce que je le trouve intéressant. Ouais. C'est là que tu te rends compte que, autant dans Linkin Park avec Mike Shinoda, que tu te rends compte que Darren a une partie extrêmement prenante dans System of a Down parce que tu vois à quel point il y a une force de composition, qu'il y a une présence, puis qu'il y avait un lead parfois insoupçonné par plusieurs. Un peu comme Mike, les gens souvent parlaient de Chester, mais Mike compose tout. C'est mon parallèle boiteux de mon côté, c'est que j'avais l'impression de vivre, mettons, un album solo de Mike Shinoda, mais avec Darren, mettons, actuellement, versus dans leurs bands respectifs, où ce que des fois ils sont sous-estimés par les fans, parce que c'est des fois pas eux les fronts, mettons. T'sais, Serge l'était beaucoup, pourtant c'est Darren qui composait le plus. Ouais. Mike Shinoda l'est des fois souvent, mais il l'était plus dans le temps de Chester. Pourtant, c'est lui qui compose, puis les deux ont une qualité d'album. C'est Mike, quand il a fait son album solo, j'ai trouvé ses albums solo sont excellents. Puis là, Darren m'a surpris. Vraiment, parce que je me rappelais même pas qu'il faisait de la musique solo, pour être honnête. Puis là, j'ai comme redécouvert, puis ça m'a donné le goût de réécouter du System of a Down par après. Fait que non, je trouve que c'est vraiment un 8 sur 10, cet album-là facile. Je donne un 8.5, 9. Là. En fait, d'une part, il y a vraiment, c'est ça, si vous avez aimé la folie des tunes comme BYOB, si vous aimez cette vibe-là, c'est vraiment, c'est ça, et représente à peu près l'album, là, c'est vraiment cette vibe-là. Il y a des chansons que j'ai... Une de mes chansons préférées s'appelle Satan Yusen, qui est... Man, c'est malade. Genre, je sais pas comment le dire, mais si vous avez une tonne au moins pour écouter sur l'album, allez écouter Satan Yusen, allez écouter Killing Spree, qui a été le single. Allez voir ça, c'est vraiment, vraiment excellent. J'ai vu, en fait, dernièrement, en plus, ça c'est plate, parce que System of a Down, tout le monde aimerait ça un retour de système, là, un retour... Je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, ils ont fait 2 tonnes, il y a pas si longtemps, qui étaient vraiment bonnes. Mais tout le monde dit, en fait, l'idée, ça serait juste que Darren step back un petit peu. Oui. Puis genre, t'avais je pense que c'est le bassiste de System of a Down qui avait fait une entrevue qui disait, en gros, là, probablement que System serait capable de faire un album si Darren était le dernier à présenter ses tunes. Fait que tu disais, si mettons tout le monde présentait leurs idées, puis lui à la fin, il dit probablement que ce serait encore quand même 80% de son stock qui se ramasserait, mais ça laisserait de l'espace aux autres de proposer. Tandis que là, généralement, ils présentent tout. Ils font des tunes de Darren, puis à la fin, Serge sort un truc de super qu'on pourrait peut-être, puis... Mais bref, tout ça pour dire que j'aimerais ça un retour de System of a Down comme tout le monde. Mais en attendant, allez voir son album solo, c'est vraiment juste la chose la plus proche que ce que vous allez avoir de System of a Down. Si ce n'est pas le dernier EP de Serge Tankian, qui vaut aussi la peine, by the way, là. Mais vraiment, vraiment excellent. Mais il est rafraîchissant, puis il fait du bien. Puis honnêtement, moi, il y a un mot que j'avais marqué sur ma feuille, c'était BIOB, parce que c'est le feel que j'ai eu. Ouais. Vous avez trippé sur Mesmerize, vous avez trippé sur Hypnotize, Vince. Je pense que vous allez vraiment être agréablement surpris. Absolument. Ça répète mon coup de cœur, parce que c'est dans les albums que j'ai le plus écouté dernièrement. C'est ça, c'est ton coup de cœur aussi. Ah, c'est mon coup de cœur. Ah oui. Ben c'est ça. Ça aurait pu, puis ça l'était. C'est drôle quand même. Il est marrant. Je vous ai pris, moi. Oui, voilà. Mais quel bout ton train. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis avec plein d'amour. Bon, mais moi, je vais donner de l'amour à une formation d'Israël. Colline de Bin. Puis c'était un fun fact que j'ai découvert tantôt. J'ai creusé un peu plus aujourd'hui avant que tu arrives pour peaufiner. Ça s'appelle Her Last Sight. Ouais, je savais pas qu'il venait d'Israël. Puis, hein? Ils viennent d'Israël? Non. OK. J'étais comme, wow, t'es bon. Moi, je m'en aurais pas douté. Non, je suis allé parce qu'ils n'ont pas de Wikipédia, parce que c'est quand même assez underground. Mais ils ont un Metal Archive. C'est l'encyclopédie. Okay. Ouais. Je me rappelais, moi, j'allais là dans le temps. C'est drôle, ça. Même avant, c'était dans les débuts de Wiki où c'était moins
mettons, complets populaires dans le métal. Ouais. Metal Archive sont là depuis extrêmement longtemps. Puis ça, ils n'ont pas la présentation et tout, mais ils ont la discographie puis un peu d'infos. Fait que je suis allé là tout à l'heure, puis j'ai appris que, l'album que j'ai regardé. Éloigne ton micro, une petite affaire. Ah ouais? Okay. Ouais. L'album que j'ai regardé, c'est leur 4e album en carrière. Ah ouais? Moi, je les ai découverts, voilà, 2 semaines peut-être, quand que je t'ai écrit. Ben, moi, c'est là que je l'ai découvert. Je connaissais pas Moi le groupe avant. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que cet album-là s'appelle Seasons Summer. Et c'est la suite de Seasons Winter. Fait que j'ai pas écouté Winter. Moi non plus. J'ai pas écouté Winter. Je me suis pas encore rendu là dans Dig tant que ça dans la discographie. Par contre, j'ai adoré cet album-là de mon côté. Puis pour vous donner une idée avant d'en parler, si vous aimez Azalee, vous aimez All That Remains, vous aimez Miss May I, même genre de metalcore, un peu comme début, c'est 2006. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement nostalgique là-dedans. Là, c'est la première chose que j'ai dit. On dirait vraiment du vieux, genre, Azalee, mais avec une touche moderne qui fait vraiment du bien puis qui vient les distinguer. C'est que le son, leur équipement puis la qualité est mieux. Mettons, je pense à Azalee, Dirt Gas Night, qui est une tune assez éponyme d'Azalee, où ce que tu as un scream efficace, tu as un clean qui est vraiment excellent, puis tu as des riffs qui te rentrent dans la tête. Pour moi, ce groupe-là, c'est exactement ça. Ouais. C'est que c'est des riffs accrocheurs qui sonnent un peu début 2000. Il y a un bon clean, il y a un scream efficace. Tu sais, c'est hyper easy listening. Puis c'est drôle parce que ça fait un petit bout que je suis pas tant métal, je t'avouerais, gros métal. Puis ça, j'ai pas trouvé ça trop agressant. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve ça bien balancé. Puis la qualité sonore est vraiment hot. Tu sais, je trouve que les gars, ils réussissent à aller chercher un riff là, simple, efficace. C'est pas dans la complexité. Les gars se cassent pas la tête. Ouais. C'est vraiment, vraiment fluide. Puis honnêtement, moi, c'est un album que j'écoutais beaucoup sur la route. Puis en même temps, il y a quelque chose quand même, c'est que c'est un EP. Fait que dans le sens que, tu sais, quand tu dis t'es moins métal, etc., moi non plus, je suis un peu moins métal ces temps-ci. Même si j'ai parlé de Darren avant, là, mais ça reste que c'est 7 tunes, c'est ça? Ouais. Il me semble. Fait que ça s'écoute vite, ça s'écoute bien. Il n'y a pas de flawless, non. Ça va straight, ça va directement au but. T'as pas de filler. Non, c'est ça, exact. Fait que ils ont fait 7 bonnes tunes qu'ils ont mis sur un EP. Puis voilà, c'est dans ta face, c'est bon, ça s'écoute bien. Puis c'est effectivement, moi ça m'a rappelé, j'ai vraiment filé comme 10 ans en arrière. Là. Mais ça m'a fait sourire. Puis la découverte, le fun fact là-dedans qui est drôle, c'est que j'ai découvert ça sur Facebook dans une short. OK. Genre de vidéos où tu as le guitariste. On donne des CD gratuits. Non, même pas. non, mais parce que j'arrête pas de voir ça sur Facebook. J'en vois souvent passer des affaires de rhum. Mais non, ce que j'ai vu passer, c'est comme une vidéo que j'ai trouvé intéressant. C'est comme le guitariste qui fait genre, écoutez les gars, voici genre un riff, mettons, efficace de metalcore. Comment créer une tune metalcore. Puis là, le lead commence à faire sa riff. Tu fais comme, oh shit, est-ce qu'il riff? Puis après ça, t'as comme le deuxième guitariste qui fait comme, ok, en rythmique, je vais venir faire mon riff de rythmique. Le bassiste s'embarque, le drummer embarque, puis après ça, bang, les vocalistes s'embarquent. Puis là, tu vois comme la construction de la chanson. Puis là, ça a l'air d'un long vidéo de 3 minutes, mais ça dure 30 secondes, mais c'est hyper rapide. Puis j'ai fait genre, oh, ok, ça sonne comme une tonne de briques. Juste le riff. Des fois, tu te dis, il faut accrocher ton public là, en 3 secondes dans une vidéo. Le riff embarque, puis j'étais accroché, j'étais comme, ok, man. Mais leur campagne de pub a marché. Ah oui. Ça a vraiment été ça parce que ça a été la riff, puis cette tune-là s'appelle Start Again. Moi, c'est mon coup de cœur de l'album, mais ce riff-là, j'ai écouté cette tune-là en boucle quand je l'ai découvert parce qu'elle me rappelait vraiment l'époque à Azalee, All That Remains et tout de ces années-là. Fait que c'est un band un peu, on parlait tantôt, toi, de Melancholine et c'est dans le punk et le skate punk. Ben là, si tu trippé, si à la fois t'écoutais du Melancholine et que t'écoutais du Azalee, parce que souvent, c'était des genres qui n'étaient pas si éloignés, ben tu vas être content. Tu sais, tu vas refiler encore un début 2000. Hein. Recule ton micro. Recule ton micro encore. N'arrête pas. Mais non, mais c'est parce que tu le rapproches à toutes les fois. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que quand tu parles comme ça pique. Ah, ça pique fort. Vu que tu parles fort, d'un. C'est vrai que j'ai une voix dominante. Voilà. Fait que, non, vraiment excellent. Belle découverte, honnêtement. Je l'ai écouté quelques fois, mais je suis pas allé voir les autres. Fait que je sais pas si toutes leurs seasons vont valoir la peine. Je trouve ça drôle qu'ils fassent ces seasons parce que Weezer l'a fait. Oui. Mais bref. J'ai vu sur Reddit que les albums d'avant ont été vraiment fort appréciés. OK. C'est drôle, comme tu disais,
belle découverte, oui, parce que j'ai passé à un cheveu. En fait, mon first pick au début, c'était Atreyu. Ouais. Parce qu'ils ont ressorti The Curse, mais 2025 Remaster qui sonne la bombe. Fait que j'en parle pas plus pour l'instant, parce que je le garde pour un autre épisode. Mais oui, Urlasak, allez écouter ça, c'est du metalcore efficace. Absolument. Fait Vraiment d'accord avec ça, moi. Je suis d'accord avec ça, Derek. Fait que là, notre podcast, il s'appelle Spin-moi ça. Ouais. Parce qu'on parle de vinyle, de Ben CD, oui. de choses qu'on peut spinner. Puis là, je parle d'une des choses que j'ai acheté dernièrement en vinyle en plus. Mais vu que c'est pas filmé, personne ne le sait. Ben non. Mais on parlait de Linkin Park tantôt. Oh, oui. J'adore Linkin Park. C'est la band de Chester, ça, c'est ça? C'est ça. J'adore Linkin Park. J'aime le début, j'aime le milieu, j'aime la fin, j'aime Emily Armstrong. Je veux dire, leur dernier album, je l'ai écouté en boucle. Et encore aujourd'hui, c'est dans les albums qui spinent le plus dans mes écouteurs. Je capote sur les derniers albums. Mais là, je parle du 5e album du groupe qui est Living Things. Il y a beaucoup de gens, en fait, quand on parle de Linkin Park, qui s'arrêtent pas mal aux 2 premiers albums, des fois le 3e. Puis on a comme un moment où est-ce que ceux qui aimaient les premiers albums ont comme décroché, puis on passe tout droit. Puis malheureusement, ma nostalgie fait que j'aime vraiment beaucoup les 2 premiers albums. Le mélomane en moi fait en sorte que leur milieu de discographie est probablement ma période préférée de Linkin Park. Fait que moi, à Thousand Sun, je capote sur cet album-là. C'est un album concept qui vaut la peine. C'est un album post-apocalyptique vraiment, vraiment hot. Living Things a un côté... Il y a une critique qui dit que c'est comme un embryonnaire entre Thousand Sun et Meteora, etc. Est-ce que je suis moyennement d'accord? Parce que l'album a un côté un petit peu plus électro, un petit peu plus léché. Avec une production signée Mike Shinoda, bien sûr. Mais c'est un album qui diffère quand même beaucoup de ce qu'ils ont fait avant. Mais l'album c'est encore une fois pour moi un album qui n'est pas de filler. L'album est assez direct dans le sens que c'est 12 chansons, si je me trompe pas. À peu près, ouais. Super bien construit, ça sonne fucking bien, d'une part. Il y a des chansons comme... en fait, c'est aussi un album qui est varié. Tu as des chansons comme Burn It Down, etc., qui sont très posées, avec beaucoup d'harmonie, de belle construction. Chester, en fait, chante plus qu'il scream, mais quand il arrive avec des screams, ils sont hyper efficaces parce que justement, c'est choisi ces moments-là, on dirait. Donc quand il vient les puncher, c'est là. Tu as des chansons comme Victimize qui sont quasiment borderline punk, etc. au travers. T'as des chansons vers la fin. Mais t'as des ballades comme Castle of Glass aussi, Castle qui est quand même of Glass, assez douce, ça. Qui est super belle. Je trouve qu'en fait, Chester démontre dans cet album-là littéralement toute la largeur de ses possibilités vocales, où est-ce qu'il est capable de chanter, il est capable de screamer, il est capable en fait de... Tu sens en fait tout son grain, puis aussi sa maturité dans sa voix en tant que telle, dans leur composition. Mike Shinoda fait une réalisation de feu en soi. C'est vraiment un album que j'adore. Concrètement, c'est un album qui a divisé beaucoup parce que t'as des gens comme moi qui aiment ça, le changement. Puis on va en reparler avec ton pic d'après, là, éventuellement. Mais moi, j'aime ça des bands qui évoluent. J'aime ça des bands qui me servent pas la même affaire d'album en album. Ça m'aurait fait chier un band comme Linkin Park qui me sorte Meteora on and on and on and on and on. J'aime ça quand même. Si j'ai goût d'écouter Meteora, je vais écouter Meteora. Si j'ai goût d'écouter A Thousand Sun, je vais écouter A Thousand Sun. Si j'ai goût d'écouter... c'était quoi le dernier album qu'il a fait? J'ai un blanc. One More Light. One More Light. Que... Encore une fois, ça a été mon album coup de cœur de cette année-là. On est loin des Hybrid Theory, mais il y a de quoi, c'est une bulle. C'était ça, eux, à ce moment-là. Mais je pense que tu as toujours été un fan continu de Linkin Park. Ils ont tout le temps côté. livré en qualité. Ouais. Puis c'est ça l'affaire. Moi, j'admire en fait des bands qui sont capables de se réinventer, d'être capables en fait d'influencer, parce que Linkin Park... c'est tout le temps la même affaire, souvent qui arrive avec ce genre de band-là, un peu comme Bring Me The Horizon, c'est ils font quelque chose, le monde chiale, puis l'album qui sort d'après, ils chialent sur l'album d'après en disant que l'album d'avant était meilleur. Fait que c'est souvent ça en ça qui se passe, ça. Fait que bref, moi j'ai trippé cet album-là, je vous invite à aller découvrir quand même Linkin Park. Moi, je pense que c'est ça que je voulais faire en tant que tel, c'est snobber pas le milieu de leur carrière, parce qu'il y a vraiment du bon. C'est pas mais j'ai envie de dire Hybrid que... Theory,
c'est autre chose, mais comme accepter le fait qu'un band évolue, puis ça vaut tellement la peine. Puis Living Things est dans mon top 3 de mes albums de Linkin Park préférés. Assurément. Ils ont toujours su se réinventer. C'est vrai, si tu parlais du milieu de carrière à pas snobber, mais de pas snobber le nouveau aussi. Ouais. Moi-même, j'ai passé proche de le faire de mon côté, étant très fan de Chester. Puis en me rendant compte avec toutes nos discussions tumultueuses sur le sujet, que j'étais dans ceux qui ont trippé sur Hybrid Theory puis Meteora surtout, puis que découvert Living Things, Thousand Suns et tout, beaucoup, c'est par après. Puis quand je suis allé chercher de mon côté les singles forts de cet album-là, je me suis rendu compte que Castle of Glass, Burn It Down, puis Lost in the Echo, c'était 3 chansons que je connaissais sans le savoir qui provenaient de cet album-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de chansons de Linkin Park comme ça que j'entendais sans avoir dig in puis avoir poursuivi la carrière comme toi, tu l'as fait. Sauf que cet album-là, moi, Lost in the Echo, c'est ma chanson. Elle est vraiment bonne. C'est la tune qui part de l'album. Là. Oui, de l'album, honnêtement. Puis je trouve que Mike excelle dans son rap là-dedans. Le clean de Chester est toujours efficace. Ça, c'est une chanson que, quand j'ai réécouté l'album, pour en parler avec toi, que j'ai écouté en boucle par après, parce qu'on dirait que j'avais oublié cette chanson-là. Puis j'étais comme, damn, ça, c'est vraiment une chanson que je vais rajouter dans d'autres playlists comme étant une chanson forte de Linkin Park. Fait que c'est pas vrai, effectivement, que juste les 2 premiers qui ont des hits. Tous les autres en ont, puis ont une couleur propre. Fait que c'est sûr que si t'es un puriste, tu vas peut-être être déçu. Sauf qu'en même temps, c'est la musique puis la force d'un groupe, c'est d'évoluer. Puis Linkin Park l'ont toujours fait avec brio. Tu sais, la différence entre un band qui évolue puis un band qui stagne, c'est Linkin Park, Limp Bizkit. Tu sais, Limp Bizkit ont stagné puis ont sombré solide, là. Après le 3e album, vraiment, vraiment. Puis ils ont ressorti un album. Là, il y a la vibe nostalgique qui revient. Mais Linkin Park sont restés dans le top des charts tout le long. En déplaisant certains, puis en allant chercher d'autres, là, ça reste tout le temps ça. Mais ils ont su évoluer. Ils ont su aussi s'adapter je pense que la force de ces groupes-là, c'est un peu ce qu'on... Ça, je pense que ça va être la ligne directrice de ce podcast-là. C'est dans les bands que j'aime le plus depuis longtemps, c'est ceux qui ont su évoluer, qui ont su s'adapter. Puis en fait, pas juste s'adapter, parce que c'est pas des bands qui ont suivi, c'est des bands qui ont innové. Puis ça, c'est intéressant. L'autre, tu parlais de Linkin Park, puis moi, je vais enchaîner sur le mien, qui est AFI. Qui est un de mes bands préférés. Exact. Et sur AFI, puis un peu, le parallèle est bon, on parlait de Bring Me the Horizon tantôt aussi, c'est qu'ils ont toujours innové, puis qu'ils n'ont jamais suivi. Puis AFI, sur leur Spotify, justement, disent AFI are leaders, not followers. Fait que c'est eux qui mènent, jamais ça, c'est des suiveurs. C'est des leaders. C'est des leaders, puis ils l'ont toujours été. C'est un band qui est là depuis 91. Moi, je vous parle de Sing the Sorrow, album sorti en novembre 2002. Donc, ça fait quand même un bout de temps, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tout genre confondu, honnêtement, là, cet album-là. Je fais un top 10 de tout ce qui existait dans mes goûts à moi. Pas mal sûr que cet album-là... AFI fait partie des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Ça pas AFI, excuse-moi, Sing the Sorrow. C'est un album hallucinant. Mais justement, 2002, puis c'est hot parce que je trouve que le son AFI dans cet album-là change. Parce que si c'est un band qui est formé en 91, là j'ai 34 ans. Je suis né en 91, eux autres étaient formés en 91. C'est quand même impressionnant de savoir qu'ils sont encore ensemble. Puis c'est la même formation depuis 98. Fait que il y a 98, ça n'a pas changé. Le cœur créatif est resté, c'est le même guitariste, c'est le même chanteur. Je pense que c'est principalement au niveau du drummer que ça a changé un peu. Exact. Mais après ça, depuis 96, ça s'est resté pareil. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que là, tu as une synergie puis une capacité d'évoluer avec ces membres-là. Tu sais, ce qu'on sait dans la vie, mettons, c'est que des fois, les gens changent, les aspirations changent, les goûts aussi. Fait que de faire une route aussi longue avec des gens puis de réussir à créer puis d'innover comme ils le font, je trouve ça vraiment incroyable. C'est un band qui commence dans le hardcore punk, c'est beaucoup plus, c'est un son hardcore dans les premiers. Puis ils excellent dans ce qu'ils font, tombent là-dedans. Puis danser dans Sing the Sorrow, qui est un univers à part entière, puis le thème de voix, chanteur là-dedans. Il est vraiment j'en ai des frissons sur toutes les chansons. Il y a des signatures là-dedans.
pour moi, c'est un sans faute. Là, c'est un 10 sur 10, puis carrément, là, c'est pas 11 sur 10. Là, dans le sens qu'il n'y a pas une tune que je skip. Puis juste avant que tu arrives, tantôt, j'écoutais le vinyle sur la version qu'ils ont sorti, qui est vraiment incroyable d'ailleurs. Putain que c'est bon, ça a comme pas de bon temps. Ça me donne des frissons tout le temps. 100% de l'album est vraiment incroyable. Je pense que ce que j'admire le plus des FI, en fait, de leur côté, c'est qu'ils ont souvent joué des paris risqués dans les années. Parce que ils ont tout le temps joué des paris risqués. Quand tu diversifies autant que ça, tu peux mettre en péril ta fanbase. Puis oui, il va toujours avoir des gens qui vont rester, mais tu peux en perdre une grande partie. Puis souvent, c'est de faire un peu aussi, pas un finger, mais prendre un pari versus le label aussi, parce que c'est si t'échoues, mettons, version commerciale par après, t'as un impact pour ton futur. Après ça, il faut que tu la refasses tout seul, des fois de façon indépendante. Puis eux ont toujours réussi de leur côté à innover. Puis avec brio, parce que là, on parle de Sing the Sorrow qui a été platine. Ça a été leur premier album platine. Mais t'as December Underground, ça avec la fameuse Miss Murder qui a suivi, justement, qui est platine aussi. Deux albums platine back-à-back. Fait que là, tu pourrais, il aurait pu faire. On a 2 albums platine back-à-back. On fait comme Iron Maiden, man, puis on fait la même recette jusqu'à la fin. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont ressortis plus tard avec Burials. Ils sont sortis plus tard avec... Oui, mais il y a eu Crash Love qui a voulu surfer quand même un petit peu sur December Underground, j'ai l'impression. Oui, mais justement... qui était un échec. Mais justement, c'est ça le point. C'est que là, ils ont voulu répéter la recette. Un petit peu, la recette fonctionne plus autant que les 2 précédents. Puis là, ça les amène à changer de cap. Mais par contre, je veux quand même... Là, je viens de sortir la liste des albums parce que des fois, c'est les titres que il y en a beaucoup. Tu sais, EFI, moi, une des choses que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ils ont à peu près des phases de 2 albums. Ça veut dire que, tu l'as dit tantôt, les 2 premiers albums, c'est du hardcore, straight edge, très très typique des années 90, début 90. T'as des vidéos en fait d'eux autres en show dans des sous-sols, ça a l'air, etc. Après ça, ils se sont dirigés en fait principalement vers du comme horrorcore avec The Heart of Drowning, Black Sails in the Sunset, où est-ce que c'est très des thématiques, une ambiance un petit peu plus gothic-ish, punk, etc. Après ça, ils ont eu leur passe emo. Mais c'est pas emo. Dans Miss Murder, quand même dans pas le look. Emo, là, dans le look. À chaque 2 albums, on dirait qu'ils changent tout le temps de look, puis on va y revenir. Là, mais sauf que c'est ça. Après ça, il est devenu comme dans du punk emo avec justement Sing the Sorrow qui est juste incroyable. Ah, c'est fou. En termes de réalisation. Puis aussi, on se le cachera pas, il est quand même. C'est là que le budget est rentré dans le band, là, dans le sens que les compagnies ont mis de l'argent sur cet album-là. December Underground, qui est un très bon album également. Après ça, il y a eu Crash Love que j'ai pas réécouté tant que ça. J'ai pas tant accroché à l'époque. Puis je l'avais pas tant j'avais pas tant aimé, puis je l'ai pas tant réécouté. Fait que c'est à peu près le seul que j'ai un peu skippé dans ma vie. Burials puis The Blood Album. Qui est comme un retour de. Mais là, tu as un autre. Si tu disais un nouveau thème pendant 2 albums, je trouve que c'est des albums qui ont quand même des belles similitudes. C'est exactement en fait Burials puis EFI qui reviennent avec un son. J'ai de la misère à le décrire en tant que tel, mais un petit peu post-punk. Oui, vraiment. Puis avec beaucoup, encore une fois, tu reconnais les touches des FI dans la voix, dans la composition, mais qui se permet d'aller plus largement un peu dans ces spectres de vocal. Qui se permet de la liberté aussi dans les musiques, parce que c'est pas du punk comme à l'époque. C'est vraiment, tu sens qu'il y a c'est plus un côté plus feutré, un côté pas expérimental, parce qu'on n'est pas dans l'expérimental, mais il touche à autre chose. Burials est très sombre, d'une part. Là, il est vraiment plus dark comme ambiance. Blood Album, c'est ça fait un peu post-punk. Vraiment, vraiment, vraiment agréable. J'adore cet album-là. Puis après ça, ils ont eu Buddies, que là, on est dans du... je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, le genre de punk synthé avec des pads, des trucs comme ça. Un peu comme... je sais pas, je sais que mon référent, il est pas bon, mais c'est pas The Cure. Mais tu sais, des genres de punk des années 80, là... mais vrai, tu sais, puis à chaque fois, ça me prend un moment avant de m'adapter à du EFI, là. On dirait que quand Body est sorti, j'avais pas trippé.
un an plus tard, je me suis mis à l'écouter puis à triper cet album-là. Puis ça fait souvent ça avec AFI. Quand ils sortent de quoi de nouveau, je suis tout le temps comme ah, je sais pas. Puis là, un moment donné, je fais ah oui, ok, non. Puis là, je suis comme j'embarque. Puis là, ils ont sorti un nouveau single qui est. Là, je sais quoi le nom de la. Ah, je l'ai, Behind the Clock. Behind the Clock, qui est une suite assez logique quand même de Bodies parce que on reste dans les années 80, mais dans un style un petit peu plus boss. Dans ce style-là, une voix. Il prend une grosse voix au début. Ah ouais. Très parlé, etc. Une ambiance qui lève jamais. Une genre d'ambiance soutenue, très atmosphérique, très pesant. Le vidéoclip en noir et blanc qui fait super bien. Son look un plus neutre. Tout, attends, ils ont su encore une fois se réinventer. Oui. Puis, première écoute, j'étais comme, je suis pas sûr. Puis après ça, j'aurais écouté une couple de fois. Mais un groupe comme ça, comme AFI, je vais leur donner une chance parce que je sais de quoi ils sont capables. Puis depuis Sing the Sorrow, à part, comme on disait, Crash Love, tous les albums, je leur ai donné leur chance puis je les ai adorés. Ouais. Moi, contrairement à toi, je pense que le prix Sing the Sorrow m'accroche moins, est un peu moins dans ma palette. Le post-Sing the Sorrow, j'aime tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis j'ai envie de te dire que depuis Sing the Sorrow, moi, la Burials, j'ai trouvé ça fou. Ah, il est vraiment bon, mais comme album. Essaye-toi au moins The Art of Drowning. Oui, ça, c'est celui orange. Non, ça, c'est celui avec le cimetière. Ah oui, oui. Dessus, on sent... Tu sais, souvent, tu sens tout le temps un peu... L'album d'après est jamais trop une surprise. Ouais. Je trouve que le lien entre The Art of Drowning et Sing the Sorrow, tu sens le groupe qui évolue au travers. Honnêtement, The Art of Drowning est probablement avec Sing the Sorrow. Mais Sing the Sorrow, mon numéro 1. Deuxième, The Art of Drowning, c'est clair. Après ça, on se promène, là. Mais Art of Drowning, vraiment, vraiment bon. Ça vaut la peine. Je vais aller découvrir cette phase-là après. Je pense que je vais lui donner une go. Mais si on en revient avec la nouvelle chanson, Behind the Clock, je vous le garantis que vous allez avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Ben, à moins que vous ayez écouté Bodies avant, vous n'allez pas être trop dépaysé. Là. Mais quand même, si toi tu tripes justement sur le hardcore du début, tu vas capoter. Là. Non, mais ça fait longtemps que tu as décroché. Ça fait longtemps que tu n'aimes plus ça. Mais si tu aimes des groupes, tu sais, comme Bring Me, The Horizon, c'est qui se réinvente, que tu aimes Linkin Park, c'est qu'on continue à se réinventer, tu vas être assurément un fan de cette j'allais dire osité, yose. Oui. C'est yose énormément. Osité, ça n'existe pas ce mot-là, mais tu sais c'est quoi quand ose, c'est de. Tu comprends? Fait que je l'ai pas le mot qui me vient en tête. Non. Fait que puis je vais pas chercher longtemps. Mais ils ont osé comme ils l'ont toujours fait depuis 20 ans. Puis ça marche. Tu sais, la preuve, là, c'est si ça fait 34 ans que tu es sur la scène, c'est parce que tu as su rester à la surface. Puis pas en t'accrochant aux autres. Mais en construisant toi-même ta réputation, puis ils l'ont fait. Tu sais, on se cachera pas normalement. Tu sais, AFI, Sing the Sorrow et December Underground, c'était leur pic. Ils vont jamais... ils vont jamais... On peut pas dire jamais, mais tu sais, c'est plus un band que ils ont descendu de ce pic-là. Sauf que maintenant, ils se soutiennent. Puis je pense que ils ont trouvé... Tu sais, des fois, tu fais le pic, en fait, tu vas chercher super large, plein de monde, etc. Là, je pense que ils ont vraiment leurs fans. Oui, puis je pense que les pics sont jamais éternels, puis qu'en même temps, je pense qu'avec la maturité qu'ils ont, ils font des trucs qu'ils ont envie de faire, ils trippent, puis ils savent, comme tu dis, qu'ils ont une fanbase solide, advienne que pour eux. Je pense qu'en t'as plus le goût d'avoir juste la popularité à fond la caisse, mais de tripper puis de faire ce qui te ressemble, ce que tu as envie de faire à ce moment-là de ta vie. Puis moi, je trouve que c'est un AFI mature, coloré qui nous offre là. Puis je trouve ça intéressant de voir. C'est quand tu regardes de où ils sont partis, où ils sont rendus, tu regardes toutes les étapes de leur parcours, incroyable. Je peux pas, tu sais, c'est le genre de band, je peux pas. Tu sais, dans mon agenda de secondaire 1, je me faisais à écrire des noms de band, tu sais, à faire comme des pages avec plein. Tu sais, de me rappeler que tu moi, à 12-13 ans, qui écrivais EFI partout puis qui tripait cette band-là, que tu encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, whatever, je suis encore en train d'écouter du EFI, puis je trouve ça hot, je trouve ça cool ce genre de band. Puis je m'étais promis qu'on finirait sur cette sortie-là, même si ça fait sûrement un petit bout de temps que le podcast roule. On avait beaucoup de choses à dire pour l'épisode de 12. Ben oui. Muse, on peut pas passer à côté de oui.
Parce que Muse aussi était un groupe de son côté qui a gardé son énergie, qui a gardé sa fougue et puis sa qualité sonore, mais qui s'adaptait d'album en album. Il n'y a pas un album de Muse, tant qu'à moi, qui sonne exactement pareil. C'est moins, je pense, drastique puis évident que les groupes qu'on vient de parler. Ouais. Mais par contre, sont capables de se réadapter à chaque album. Dans Unraveling, je pense que c'est du Muse à fond la caisse, c'est efficace. Ouais, vraiment, oui. Puis je trouve qu'il y a moi, honnêtement, Muse, j'ai trippé sur Muse, sur les premiers albums, jusqu'au quatrième, comment il s'appelle t'avais Absolution, puis l'autre là. Second là? Mais Second là aussi, j'ai écouté. C'est pas vrai, j'ai quand même aimé ça longtemps. Puis Second là, après Drone, j'avais moins embarqué. Simulation Theory, quand il était sorti. Moi, ça a été mon coup de cœur. C'est ça, moi, j'ai adoré ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à l'écouter. C'est pas mon préféré. Fait que j'ai vraiment décroché longtemps. Puis quand ils sont revenus avec leur dernier. Le dernier est super bon. Oui, ça m'a réaccroché, mais là, c'était. Mais on n'est pas là. Mais le single qui est sorti, là, tu vois, je suis comme, man, j'espère que l'album, j'espère que cette tune-là reflète ce que l'album sera. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, ça m'a donné un feel comme Black Hole and Revelations. C'est ça que je cherchais, Black Hole. C'est cet album-là avec Night of Sidonia, Supermassive Black Hole, cette affaire-là. C'est Map of Problematic. Ouais. Cette chanson-là m'a donné un feel de cet album-là. Ouais. Une espèce de retour aux sources. C'est percutant, c'est rentre dedans. Puis c'est du Muse comme tu as envie d'entendre. Fait que je trouve ça cool qu'il soit parti d'une tune comme Ghost, mettons, dans le dernier album, avec le piano, qui est vraiment excellente, puis qui est pesante d'émotion. Ouais. Mais que là, ils nous font l'honneur, le plaisir, en fait, de revenir un petit peu ce qui les a fait connaître. C'est une tune comme Night of Sidonia qui jouait ça dans Guitar Hero, puis dans tous les jeux vidéo qui existaient. J'ai eu ce feel-là. Fait que je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses. On parle d'évolution, puis on parle de nostalgie, parce que la musique, c'est un peu ça. Puis là, je finirais vraiment là-dessus, parce que c'est important. Sur quoi? Nous, on est un groupe. Oui, on s'appelle Petit Roi. Puis on travaille sur une nouvelle chanson. En fait, on a fini de travailler pas mal. Elle s'en vient. Mais elle est finie. On ne travaille plus, là. On est en train de la sortir. C'est ça. Mais on travaille à la sortir, mettons. C'est ça. C'est juste qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être accessible à vous encore. Fait que pour l'instant, on va pas vous dire le nom. On va pas vous dire quand ça va sortir. On le garde. Par contre, j'ai mis dans la playlist... On vous dira pas quand elle va être prête à partir. C'est ça, exactement. Okay. On va vous dire quand elle sera prête à sortir. Parce que là, elle n'est pas tout à fait. Mais j'ai mis une chanson dans la playlist qui s'appelle Voyage, qui n'était pas dans la playlist encore de Spin-moi ça podcast. Pourquoi Voyage? Juste parce que pour vous donner un petit côté estival, un petit côté de voyage, un côté heureux, je pense que ça donne le sourire. C'est un peu le but de la chanson qui va sortir sous peu. Puis je pense que moi, je suis très fier du visuel. Très fier du mix parce qu'on a retravaillé avec des collaborateurs. En fait, on est revenu, c'est juste on avait parti un petit peu plus pour sortir l'album nous-mêmes. Puis là, en fait, on est revenu avec Woody Music, qui est le label avec qui on travaille. Super cool. En fait, les deux, c'est Steve. Salut Steve. Bonjour Stéphane, qui est le bassiste des Respectables pour ceux qui se demande c'est qui Stéphane. Fait qu'on a travaillé avec eux, on est super fiers en fait du résultat de la chanson. Donc c'est nous qui l'avons produit, c'est nos enregistrements, etc. Ils nous aident à faire les mix finaux, faire les mastering et diffuser. Et on va avoir d'autres nouvelles aussi pour le band à venir qu'on peut pas encore dire, mais on risque d'avoir un bel été l'été prochain. Oui, absolument. Surveillez nos réseaux pour le communiqué de presse, pour un petit aperçu de la chanson, la pochette et tout. Parce qu'on va feeder un peu les réseaux avec la chanson qui s'en vient. Pour vrai, je crois que ça définit un nouveau genre. Je pense que c'est un step-up. Absolument. Pour nous. Fait que j'espère que vous allez être content de ce qu'on va vous offrir dans les prochains temps. Absolument. C'est-tu la fin? Ben là, c'est la fin. On est-tu prêt à partir? On est prêt à partir.